Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, puisque les fêtes de Noël approchent de plus en plus, j'ai décidé une nouvelle fois de me replonger dans mon adolescence avec un film d'enfance culte, s'il en est, des années 90, le Jumanji de Joe Johnston, le seul et unique. Oui bon, il y a une suite l'année dernière qui n'était pas vraiment une suite, ni vraiment un remake, ni vraiment un reboot, on ne sait pas trop, qui n'était pas catastrophique, mais bon voilà, Jumanji de 1995. Joe Johnston, qui était spécialiste des films pour jeunes à l'époque, après avoir fait Chérie, j'ai rétréci les gosses notamment. Il avait aussi fait, je sais pas si c'est après ou ouais c'est après. Hein. Il a fait après du coup Jurassic Park 3, voilà avec moins de réussite. Mais c'est un réalisateur qui faisait des films plutôt familiaux et intéressants. Et ce Jumanji évidemment a été rendu culte surtout par la présence du grand Robin Williams, le regretté Robin Williams, dans le rôle principal du jeune, qui n'est plus jeune du coup, Alan Parrish, revenu de la jungle. Voilà. Alors, aux côtés de Robin Williams, niveau acteur, on a aussi, pas tout à fait les débuts, mais bon, quand même dans le début de sa carrière, Kirsten Dunst, qui déjà avait eu un rôle assez improbable en Entretien avec un vampire, pour ne citer que ça. Et voilà, elle continuait du coup à faire ses classes à Hollywood. Il y a Bradley Pierce aussi qui joue le jeune garçon Peter qui n'a pas fait grand chose depuis. Bonnie Hunt qui joue Sarah, l'amie de Alan. Ah, Bonnie Hunt, une actrice que j'aime bien aussi, mais qui n'a pas eu la carrière qu'elle mérite, je pense. Tout comme Jonathan Hyde, le père d'Alan Parrish et aussi le chasseur. Ah oui, parce qu'il joue les deux rôles, on y reviendra, il y a une raison derrière. Voilà, donc des acteurs plutôt sympas, pour une histoire vraiment cool, surtout quand tu regardes ça ado. Je sais pas, j'ai dû découvrir ça, j'avais 15 ans sur Canal+. C'était parfait. C'est l'histoire donc du jeune Alan Parrish en 1969 qui n'a pas la jeunesse qu'il aimerait avoir puisqu'il est voilà, il est issu d'une famille un peu riche et guindée. Les pas riches qui sont riches, ça m'a toujours fait marrer à l'époque. Alors évidemment, ça ne marche qu'en VF cette blague-là, mais c'est pas grave. Son père c'est pas qu'il le méprise, mais il le prend. Enfin, il n'a pas l'affection qu'il devrait avoir, donc du coup, il craint son père. Et son père ne cherche qu'à l'envoyer à un pensionnat pour qu'il puisse faire les études qu'il mérite, vu son rang familial, machin, tout ça. Du coup, bah, en plus, le pauvre Alan Parrish n'est pas aimé de ses amis, enfin, des garçons de son âge qui ne sont pas ses amis, puisque voilà, vas-y, t'es fils de ton père, t'es riche, et il se fait harceler, clairement. Il n'a qu'un seul ami dans sa vie, c'est Karl, celui qui travaille à la boutique de chaussures de son père. Et un beau jour, près de cette boutique, après s'être fait taper par ses souffres-douleurs, non, par ses tyrans, parce que c'est lui le souffre-douleur du coup, il découvre un jeu de société incroyable qui fait des bruits de tambour, le Jumanji. Un Jumanji qu'on voit au tout début du film, enterré 100 ans auparavant par des garçons qui ont vécu quelque chose de dramatique avec. Voilà. Et donc, bah, il va jouer Alan Parrish avec sa seule amie, Sarah, qui vient le réconforter après qu'il soit pris. Voilà, se fait taper dessus. En plus, son père, il s'est disputé avec son père, ça va pas bien. Et les deux jouent. Malheureusement, ce jeu est bien plus réel qu'il n'y paraît, puisque après un premier coup, bah, Alan Parrish se retrouve aspiré dans le jeu et dans la jungle imaginaire de Jumanji. Sarah s'enfuit, poursuivie par des chauves-souris, paf, 26 ans passent, et là, dans la maison, une nouvelle famille débarque, enfin, Peter et Judy, deux orphelins qui aménagent avec leur tante dans ce manoir, et ils trouvent le jeu, et ils commencent à jouer, et libèrent Alan, qui revient de Jumanji, et après, voilà, ils vont essayer de retrouver Sarah pour continuer le jeu, parce que la seule façon d'arrêter tous les effets secondaires de ce jeu, c'est de le terminer. Et évidemment, il va se passer plein de trucs liés à la jungle dans cette petite ville de Brantford qui va être vite saccagée par animaux ou autres fléaux improbables. Ah, quel film! Et voilà, et pourtant, il a quand même ses défauts. Mais c'est des défauts que franchement je pardonne encore aujourd'hui parce qu'il y a tellement de magie, de rêve dans ce film-là. C'est vraiment le film d'aventure pour enfants et pour ados par excellence et qui marcherait encore aujourd'hui, je pense, si on le sortait au cinéma pratiquement tel quel. Alors évidemment, il y a des choses qui ont mal vieilli, c'est les effets spéciaux, les CGI. Alors, on en était à peu près au début, voilà. Bon, Jurassic Park avait révolutionné ça 2 ans auparavant, mais voilà, il n'y avait peut-être pas le même budget derrière, et c'est vrai que certains trucs font pas vraiment vrai.
Ne serait-ce que les singes ou les sortes d'araignées à un moment, ça fait en plastique quoi. Il y a le lion à un moment en animatronique qui apparaît, on voit vraiment que c'est une marionnette. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, mais pourtant il y a des trucs qui sont quand même bien faits aussi. Voilà, quand le troupeau de Rhino et compagnie charge, c'est plutôt bien fait et assez crédible. Bon, les plantes carnivores, c'est du plastique, clairement. Voilà, alors c'est sûr que c'est un petit peu voilà, vieillot comme ça, mais franchement, c'est tellement rythmé, le film marche parce qu'il est rythmé, il bouge tout le temps, on s'ennuie jamais, il n'y a aucune scène en trop. Ça prend quand même le temps de développer les personnages, puisque les deux enfants, Judy et Peter, ont perdu leurs parents. On voit qu'ils ont du mal à s'en remettre, même s'ils font semblant de s'en ficher et de faire presque des blagues autour de ça. C'est assez étrange. Et il y a cette psychologie qui se développe, notamment entre le jeune Peter et Alan Parrish, qui n'est finalement qu'un gamin de 10 ans, qui en a, enfin 10, 12 ans, je sais pas, qui se retrouve un peu avant la quarantaine, presque sans avoir vécu son adolescence. Enfin, il revient dans le monde civilisé comme ça, sans avoir pu vraiment grandir. C'est assez spécial. Et puis aussi le travail autour du personnage de Sarah, joué par Bonnie Hunt, qui a complètement pété les plombs, puisqu'elle a vu quand même son meilleur ami se faire aspirer par le jeu, et que depuis, elle s'est tapé 2000 heures de thérapie pour imaginer que ça n'a jamais existé. Pour rien. Oui, parce que pour tout le monde, Alan Parrish s'était fait assassiner par son père, et le corps a été caché. Les parents qui en sont morts de chagrin, d'ailleurs. Bref, c'est triste comme film quand même. Et voilà. Et puis ce qui m'intéresse dans le film en le revoyant comme ça, c'est les petites anecdotes, les petits trucs. Alors oui, il y a des incohérences aussi. Mais c'est des incohérences qui rythment le film. Alors on va rien dire. Mais si, on va quand même en énumérer deux, trois, parce que c'est des choses que j'ai repérées là en revoyant le film. Par exemple, à un moment, bah, Carl, celui qui faisait les chaussures dans la fabrique de son père, là, devient flic. Et c'est un personnage comic relief black américain des années 90, très cliché. Bon, ça, c'est un truc voilà, qui était un petit peu récurrent à l'époque. Et Carl est devenu le flic, sauf que ce flic, il est incroyable. D'abord, il voit Alan revenir de la jungle en mode pagne, cheveux longs, barbe, hirsute et compagnie. Voilà, pouf pouf, machin. Et puis, quelques minutes après, il le revoit habillé, rasé et tout de près, machin, et il le reconnaît direct. Eh, vous là-bas, attendez, j'ai pas fini avec vous. Improbable. Ou alors il a le coup d'œil, il mérite la palme d'or du détective, le gars. C'est fou. Bref, et puis il y a aussi des incohérences autour du personnage de Van Pelt, le chasseur. Oui, parce que l'un des fléaux de Jumanji, c'est ce chasseur de tête, ce chasseur d'hommes qui vient du coup en poursuivre une nouvelle fois Alan Parrish, puisque son but c'est de le tuer. Donc Alan, en lançant les dés, le fait venir à Brantford. Sauf que c'est très étrange, parce que Van Pelt, il a un objectif, c'est tuer Alan. Mais à un moment, alors qu'il le poursuit avec un superbe flingue et tout, voilà, de l'époque, machin, il croise le flic, qui dit, eh, vous arrêtez. Donc bon, il tire sur la voiture pour empêcher le flic de lui tirer dessus, normal. Mais après, il prend bien le temps de défoncer la bagnole plusieurs fois, puis même de shooter un lampadaire de façon inutile, alors qu'il aurait juste eu à revenir et tuer Alan Parrish, qui était dans sa ligne de mire. Mais évidemment, si c'était logique, il n'y aurait pas eu de film derrière. Enfin, le film se serait arrêté là. Voilà, donc ça c'est un peu la bêtise du méchant. C'est aussi récurrent dans les films comme ça pour pouvoir faire continuer l'intrigue, tout simplement. Mais c'est intéressant. Puis bon, parlons-en du personnage de Van Pelt, qui est donc joué par le même acteur qui joue le père d'Alan Parrish, donc Jonathan Hyde. J'adore cet acteur, il a ce côté british, vous voyez, très guindé. C'est aussi celui qui joue le majordome là, dans Richie Rich. Un rôle comme ça, n'est-ce pas? Voilà, un petit peu. Bref, oui, c'est le même personnage, c'est le même acteur pour les personnages, et ça, dans les premières fois où j'ai vu le film, je m'en suis jamais rendu compte. C'est une fois, alors, je sais pas, 3, 4e fois que je voyais le film, en voyant le générique final, je me suis dit, mais merde, il joue le même rôle. Enfin, il joue les deux rôles, le même acteur. Sur le coup, je lui ai dit, oh, je sais pas, c'est peut-être un pari, machin et tout. Mais en fait, en grandissant, bah, je me suis rendu compte que c'était logique et voulu et volontaire, puisqu'en fait, Alan Parrish reconstruit les peurs qu'il avait envers son père, qui était un petit peu son ennemi quand il était enfant, et donc il a transféré tout ça vers ce Van Pelt qu'il a du coup créé indirectement à l'image de son père. Ça prouve que l'imaginaire du jeu Jumanji va vraiment
un petit peu, de façon vaudou ou mystique, s'approprier les cauchemars du joueur pour lui faire peur et pour le mettre encore plus dans des mauvaises conditions. C'est intéressant, je trouve. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un truc qui est bien pensé. Et ça montre peut-être le côté démoniaque du jeu, dont on ignore totalement les origines. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si on avait eu une explication, ça serait peut-être moins fort. Voilà. Bref, c'est quand même un film. C'est vraiment l'archétype même du film d'aventure pour enfants parfait, avec plein de trucs. Moi j'ai adoré à chaque fois qu'il lance les dés, tu t'attends à ce qu'il se passe des trucs de ouf et tout, et c'est vraiment le cas. Et ouais, il y a des choses qui me font marrer, quoi. C'est assez c'est cool, quoi. Même si c'est mal fait sur certains trucs, niveau animatronique ou CGI, les singes me font marrer, le lion, voilà, ça m'a fait un petit peu rêver aussi à l'époque. Et puis, bah, il y a quelques petites critiques de la société aussi qui sont glissées de façon fine dans le film et que tu découvres aussi plus tard quand tu revois ça adulte, notamment la critique des armes à feu aux États-Unis, parce qu'il y a quand même un moment incroyable où Van Pelt il va dans un gun shop, là, dans un magasin pour armes à feu, parce que son arme à feu n'a plus de munitions. Alors, d'abord, il cherche les munitions de son arme, mais bon, ça n'existe plus depuis plus de 100 ans, donc c'est pas possible. Et en gros, il veut s'acheter un nouveau fusil high-tech, machin. Alors le vendeur, il est là, oh oui, il faut que vous remplissiez ces papiers et tout. Et il suffit que Van Pelt balance un paquet de fric comme ça pour lui dire, ah bah c'est pas grave, je m'en charge, prenez tout mon brave. Voilà, le message est clair, c'est hyper facile d'avoir une arme à feu et de fournir des serial killers aux États-Unis. Oui, forcément. On connaît les problèmes que les Américains ont avec les armes, quoi. Ce qui est drôle d'ailleurs, avec le recul, évidemment c'est avec l'actualité d'aujourd'hui, c'est que dans ce magasin d'armes à feu, vous avez l'hymne mexicain en fond. Là. Ta, 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 ta. Voilà, je le fais bien. Hein. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui aux États-Unis, voilà, le Mexique, l'immigration, Trump est contre et tout, et puis il y a les armes à feu à côté. Enfin, bon, moi ça m'a fait rire ça. Absolument aucun rapport, je pense que c'est pas voulu non plus. Enfin, c'est pas voulu pour ça, mais bon, c'est assez succulent plus de 20 ans après. Voilà. Donc, ouais, c'est un film d'aventure très comique aussi. Les comic relief sont très forcés quand même dans le film. Par exemple, les personnages, dès qu'ils sont en mode danger, ils crient dans tous les sens. Voilà. Le flic, Carl Bentley, je crois, qui s'appelle, gueule dans tous les sens de façon n'importe quoi, what the fuck. La tante Nora est totalement cinglée, elle écoute des cassettes de conditionnement mental et tout, et puis elle va pas bien à chaque fois qu'elle voit des trucs, elle crie de façon débile. Le gamin, Peter aussi, a un cri bizarre. Voilà, donc ouais, les gamins, les gens crient dans ce film, tous pratiquement d'ailleurs. C'est burlesque, voilà. Et puis bah il y a des passages, notamment Van Pelt dans le supermarché, là, qui se prend les pots de peinture sur la gueule, qui glisse sur une sorte de gel mis là par Peter. Ça rappelle évidemment, et je pense que c'est un clin d'œil direct, ça rappelle forcément Maman, j'ai raté l'avion. C'est le même piège que le gamin tend au cambrioleur. Voilà, donc c'est un film d'époque. Ça flirte tellement bon les années 90. Et puis ben, c'est super quoi, voilà, ça reste super. Alors malgré tout, il y a que ces petits défauts, tout ça, c'est un peu simpliste quand même et tout, mais on ne peut s'empêcher de rêver. Pour moi c'est un 8,5 sur 10 quand même, toujours de façon objective même. Je ne baisserai pas ma note. Je vais pas aller jusqu'au 9 parce que ça reste léger, voilà, mais c'est tellement bien, c'est tellement cool à revoir et c'est le moment de revoir ça en famille pendant les fêtes si jamais vous en avez l'occasion. Voilà. Et puis Robin Williams, quoi. Paix à son âme. Allez, à la prochaine. Ciao.